Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce mardi 14 octobre 2025, vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. Alain. Lawrence Kanyuka, le point focal de la communication de l'AFC M23, s'exprime au micro de Voice of Kivu. Lawrence Kanyuka, responsable de la communication au sein de l'AFC M23, s'est entretenu avec Voice of Kivu. Il a présenté les réalisations du mouvement ainsi que ses capacités. Écoutons-les. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, est un mouvement indépendant et qui a la gestion de l'espace qu'il a libéré. Nous avons notre propre armée et nous avons fait, il y a 2 cérémonies qui viennent de se passer ici et il y a récemment la fin de formation militaire de plus de 7000 commandos et plus de 9350 commandos. Nous avons notre armée, nous avons notre police, nous avons notre appareil de sécurité et nous avons nos gouverneurs et chefs de quartier. Donc nous ne sommes pas dépendants de qui que ce soit. C'est par contre M. Tshisekedi Tshilombo qui veut inféoder la nation congolaise à sa pensée unique. Sur son compte ex-Twitter, Lawrence Kanyuka a livré le message suivant. Enfin, le régime de Kinshasa a signé le protocole établissant le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Il s'agit d'une avancée significative. Nous espérons que cet accord mettra un terme aux attaques répétées perpétrées par les forces coalisées du régime de Kinshasa contre nos populations civiles. Si Kinshasa respecte pleinement ses engagements, cette mise en œuvre créera un climat de sérénité, de paix, de sécurité indispensable pour nous permettre d'aborder enfin les questions fondamentales de ces conflits et d'assurer la protection des civils. Le document signé par le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 concernant le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu est composé de 4 points importants à savoir. Le point sur la composition du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, le mécanisme est composé des représentants suivants. Un nombre égal de représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement donc, et de l'Alliance Fleuve Congo M23, les 2 parties donc. Il y a aussi des représentants de l'Union africaine et de l'État du Qatar et des États-Unis d'Amérique qui peuvent servir en tant qu'observateurs. En 3e lieu, il y a la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, par le biais de son mécanisme conjoint de vérification élargi, MCVE. Le MCVE comprend le MCV tel que et comprend aussi une représentation égale du gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 avec un rôle de coordination ainsi que il y a aussi la MONUSCO en tant que principale supplémentaire. Autre point encore, le second point, il y a mission et fonction. Pour la mission du mécanisme est d'exercer une surveillance sur la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, y compris l'enquête et la vérification de toute violation présumée, ainsi que de prendre les mesures nécessaires avec les parties concernées pour éviter la violation. Il y a aussi les fonctions du mécanisme. On peut citer les parties veillent à ce que le MCVE bénéficie d'un accès sûr et sans entrave de 2 côtés de la ligne de front
afin de faciliter leur participation effective à la surveillance du cessez-le-feu permanent sur le terrain. Deuxièmement, le MCV enquêtera et vérifiera toutes les informations, données et activités, documentera les rapports faisant état de violations présumées et fournira les bulletins hebdomadaires au mécanisme. Tout membre du mécanisme peut faire rapport au mécanisme sur toute violation présumée du cessez-le-feu permanent. Tous les rapports de violations présumées doivent être transmis au MCVE dans 72 heures. La MONUSCO assurera le rôle de coordination logistique. Le mécanisme établit des protocoles de communication et de prévention rapide des incidents. Chaque partie peut inviter l'un des observateurs à participer aux missions MCVE liées au présent mécanisme de vérification. En troisième lieu, on a le point de processus de réunion et de coordination. Il y a 3 points. Le mécanisme se réunira principalement à travers une plateforme virtuelle sur une base mensuelle ou ad hoc à la demande des parties ou de l'un des observateurs, étant entendu que le mécanisme peut, à sa discrétion et conformément à l'évolution des exigences opérationnelles, revoir et modifier la fréquence de ces réunions si les circonstances le justifient. Le mécanisme tiendra sa première réunion dès que possible et au plus tard 7 jours après sa constitution. La présence des parties est requise pour établir un quorum. En dernier lieu, alors, pour clore cette partie sur le mécanisme, durée du mécanisme. Le mécanisme continuera de fonctionner jusqu'à l'achèvement de son mandat comme prévu dans les dispositions ci-dessus ou comme convenu expressément par les parties. Signé Maître Sumbusita Mambu du côté du gouvernement congolais, signé Maître René Abandi pour le côté AFC M23. À l'issue de la signature du document sur le mécanisme de surveillance et de vérification de la mise en œuvre du cessez-le-feu, Maître René Abandi, chef de la délégation de l'AFC M23, s'est exprimé. Écoutons ce qu'il a dit. Nous, AFC M23, nous venons ici à Doha de signer le mécanisme conjoint de vérification de violation du cessez-le-feu. Comme par le passé, nous avons toujours exprimé notre volonté de voir un cessez-le-feu permanent afin de résoudre la question politiquement. Nous l'avons souvent fait unilatéralement, mais cette fois-ci c'est conjoint et nous espérons que le côté gouvernemental aussi va s'y mettre pour faire respecter ce cessez-le-feu afin que les dialogues puissent traiter des causes profondes du conflit dans un climat serein. Voilà un peu notre approche et notre volonté. Nous allons tout faire pour le faire respecter de notre côté. Nous espérons de même pour le côté du gouvernement. Concernant la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, Radio-Télévision Nouria Mashariki Official s'est entretenu avec des analystes qui ont préféré garder l'anonymat. Ces derniers ont déclaré que Tshisekedi a accepté de signer parce qu'il s'est trouvé en difficulté sur tous les fronts. Les analystes ont indiqué que les forces FARDC et les alliés sont en mauvaise posture, affirmant qu'ils ont déjà évacué toutes les armes lourdes qui se trouvaient à Uvira et ils les ont évacuées jusqu'à Baraka. Écoutons les témoignages. Bonsoir Moutama, bonsoir. Bonsoir mon vieux, bonsoir. J'ai appris que arme lourde yote iko kwa état-major
ile ya kujep zote balibeba Baraka. Toutes les armes lourdes qui se trouvaient à Uvira ont été transportées vers Baraka. Banafanya repli tactique. C'était un repli tactique. Ndio habari nasikia sasa hivi. C'est ça la nouvelle que je viens d'apprendre. Ambia nayo que commandant secteur aliordonné zile bunduki zote na yeye. Semble-t-il, on m'a appris, le commandant secteur a ordonné que toutes ces armes lourdes qui étaient à Uvira soient acheminées vers la ville de Baraka. Na yeye balienda Baraka. Hapa Uvira kwa hivi hatuna arme lourde au niveau ya état-major. Ici à Uvira, au niveau de l'état-major à Uvira, on n'a pas d'armes lourdes. Vérifier l'information. C'est vérifier cela, c'est vrai. Depuis hier, nous avons appris que la FCM23 a acheminé 40 véhicules pleins de militaires. Donc, il y a 20 camions qui ont été acheminés vers Uvira, à proximité d'Uvira, et vers Nyangezi. Et d'autres 20 sont allés au niveau ont pris la route Warungu. Voilà, alors le commandant secteur a quitté Uvira en raison de crainte. Il a quitté Uvira pour s'installer à Baraka. Vérifier cela, merci. L'axe Walikale, la situation est également défavorable pour ces forces qui subissent des défaites successives depuis plusieurs jours. Sur la ligne de Pinga, la ville est désormais coupée en deux. Les forces de l'AFC M23 présentes en Petit et Bouraï contrôlent également à Birihi et Ndeko dans le territoire de Massissi, ce qui fait que Pinga est complètement encerclé. Selon des observateurs proches du dossier, Tshisekedi aurait signé par contrainte dans le but de gagner du temps, de se réorganiser, puis de reprendre les hostilités une fois mieux préparées. Massissi, 3 civils blessés par balle lors d'une embuscade au pont Mindi. 3 civils ont été blessés par balle lors d'un échange de tirs ayant opposé ce lundi 13 octobre la FCM23 à un groupe de Wazalendo au pont Mindi, situé dans le groupement Bouabo sur l'axe Massissi Centre Bouabo-Piki dans le territoire de Massissi. Selon de sources locales, cet échange de tirs a eu lieu lorsque la FCM23 accompagnait des habitants qui revenaient des travaux communautaires organisés par la FCM23 à Bouabo, environ 4 km de Massissi. Ayant appris la présence de la FCM23 dans la zone, les Wazalendo leur ont tendu une embuscade au niveau du pont Mindi, où 3 personnes parmi les civils ont été blessées par balle et évacuées à l'hôpital général de Massissi pour des soins. Selon des sources locales, les habitants du quartier Birere dans la commune rurale de Massissi se sont rendus dans le groupement voisin de Bouabo pour participer à des travaux communautaires. Après cette activité, l'AFC M23 a organisé un meeting populaire sur place avant de regagner Massissi. C'est à ce moment que les civils, l'AFC M23, sont tombés dans cette embuscade. Cet échange de tirs a provoqué une psychose générale dans la communauté, perturbant les activités scolaires et économiques dans plusieurs zones du groupement Bouabo, ainsi que dans certaines parties du groupement Bigiri et Massissi. Joseph Kabila refait surface et convoque l'opposition à Nairobi.
Après plusieurs mois de silence, Joseph Kabila sort enfin de sa réserve. L'ancien président de la République démocratique du Congo a réuni à Nairobi, au Kenya, plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise pour un conclave tenu dans la plus grande discrétion. Selon des sources concordantes, plusieurs leaders politiques ont déjà rejoint la capitale kenyane pour échanger sur la situation politique du pays et possiblement redéfinir une stratégie commune face au pouvoir en place. La liste complète de participants à cette rencontre confidentielle n'a pas encore été rendue publique, mais elle devrait être connue dans les prochaines heures. Invisible depuis près de 4 mois, Joseph Kabila signe ainsi un retour remarqué sur la scène politique, ravivant les spéculations sur ses intentions futures et son rôle dans la composition de l'opposition congolaise. Conclave de l'opposition initié par Kabila à Nairobi, retour sur les faits principaux ayant brouillé les relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya ces dernières années. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, réunit dès ce mardi 14 octobre une frange de l'opposition à Nairobi, au Kenya, dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où la rébellion de l'AFC M23 s'affronte avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon des sources proches de l'entourage de M. Kabila, cette réunion va durer 2 jours et a pour objectif d'écouter tout le monde et proposer les idées pour la sortie de crise actuelle. Mais Kabila réapparaît quelques semaines après sa condamnation à mort par la haute cour militaire de la République démocratique du Congo, notamment pour trahison, apologie du terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel. Diplomatiquement, ces rassemblements risquent de causer de nouvelles conséquences sur les relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo, étant donné que son initiateur, M. Kabila, est considéré par Kinshasa comme le cerveau de la rébellion AFC M23. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya ont été marquées ces dernières années par une série de tensions diplomatiques sur fond de divergences autour du rôle de Nairobi dans les processus de paix et de relations avec l'AFC M23. Tout commence le 14 février 2022 lorsque William Ruto, alors vice-président kenyan, déclare lors d'un meeting à Nyeri que la République démocratique du Congo compte 90 millions d'habitants, mais pas une seule vache, qualifiant les Congolais de chanteurs. Ces propos provoquent la grogne à Kinshasa. Quelques mois plus tard, Ruto devient président de la République. Fin décembre 2022, Félix Tshisekedi reçoit à Kinshasa le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de l'EAC, et insiste sur l'unité de commandement et le respect des directives congolaises. Quelques semaines plus tard, le 5 février 2023, à Bujumbura, lors d'un sommet de l'EAC, le président congolais interpelle directement William Ruto et Jeff Nyaga. Ne faites pas favoriser le M23, leur rappelant qu'ils sont venus pour aider et non pour avoir des problèmes. Le 9 mai 2023, depuis Gaborone, Félix Tshisekedi critique la démission jugée spectaculaire du général Jeff Nyaga, reprochant au commandant de n'avoir jamais évoqué les menaces mentionnées dans sa lettre. Il dénonce également le remplacement unilatéral
du général par Nairobi avec la nomination d'Alfaxade Muturi Kyugu sans consultation de Kinshasa. En décembre 2023, les tensions montent d'un cran lorsque Corneille Nangaa annonce à Nairobi la création de l'Alliance Fleuve Congo qui donnera plus tard AFC M23. Le Kenya refuse de l'arrêter malgré la demande congolaise. Kinshasa rappelle alors son ambassadeur au Kenya ainsi que son ambassadeur auprès de l'EAC pour consultation. Le 24 juillet 2024, Félix Tshisekedi accuse publiquement William Ruto d'avoir mal géré le dialogue dans le processus de paix lors d'un panel de discussion. Enfin, en août 2025, Kinshasa rejette l'annonce par Nairobi de la nomination d'un consul général à Goma, ville que la République démocratique du Congo considère comme sous occupation illégale de l'AFC M23. Le gouvernement congolais qualifie cette annonce de particulièrement inappropriée et rappelle que toute nomination consulaire étrangère nécessite son aval et la délivrance d'un exéquatur. De la polémique des propos de William Ruto en 2022 au rejet du concile à Goma en 2025, les relations entre Kinshasa et Nairobi se sont progressivement dégradées malgré la participation du Kenya au processus de paix et à la force régionale de l'EAC. Burundi, une grenade a fait mort et 3 blessés à Gasenyi dans la commune de Bukinanyana. Une attaque à la grenade sur une maison située sur la colline de Gasenyi dans la zone de Buganda a coûté la vie à un septuagénaire et blessé 3 autres personnes dans la nuit du lundi à mardi. Les autorités évoquent des conflits fonciers comme piste possible. Dans la nuit du lundi à mardi 14 octobre 2025, une explosion a frappé une habitation sur la colline de Gasenyi, zone de Buganda, commune de Bukinanyana. L'explosion a causé la mort d'un homme de 72 ans et blessé 3 membres de sa famille, dont 2 de ses petits-enfants. Selon les habitants, la famille se trouvait à l'extérieur au moment de l'explosion, qui aurait été provoquée par une grenade lancée sur la maison. Un responsable administratif local indique que la piste la plus probable serait un différend foncier. La victime aurait reçu des menaces plusieurs jours avant l'incident. Une enquête officielle a été ouverte. La famille de la victime demande que les investigations se concentrent sur les personnes impliquées dans le litige foncier, précisant qu'ils attendaient la décision du tribunal avant que la situation ne dégénère. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senham.